Voilà, on va poursuivre avec notre dernière table ronde de la journée, libérer le potentiel de la recherche et des données. Effectivement, la recherche et partant les traitements ont réalisé des progrès considérables ces dernières décennies. Quelles sont les pistes d'avenir? Où porter l'effort en priorité? On va en parler avec le professeur Bruno Quesnel, le professeur Valérie Hugot et le professeur Jean-Hugues Dalle. Alors, le professeur Quesnel, installez-vous, je vous en prie, asseyez-vous, moi je reste debout parce que je m'adresse au professeur Quesnel qui lui-même est debout. Et professeur Quesnel, vous êtes professeur d'hématologie clinique au CHU de Lille, directeur du pôle recherche et innovation de l'Institut national du cancer et directeur de l'Institut thématique cancer de l'INSERM. Et avec vous, on va, je crois, parler à la fois des prémices des cancers, parce que les cancers, en fait, se préparent parfois longtemps à l'avance dans l'organisme, et puis aussi des cellules en dormance, des cellules cancéreuses en dormance. Voilà. Est-ce qu'on pourrait intercepter les cancers avant qu'ils se produisent et empêcher les réapparitions de cancers? On va voir ça avec vous. Merci beaucoup pour cette introduction, effectivement, qui va être le thème. Alors, vous savez que l'âme de l'INCa, c'est d'intégrer la recherche, le soin, la prévention, et forcément, nous, notre rôle, notre valeur ajoutée, c'est bien entendu de tirer le meilleur des frontières des connaissances, en fait, d'apporter et de préparer finalement la prochaine décennie, et c'est ce qu'on va faire dans cette deuxième feuille de route de la stratégie décennale, c'est d'utiliser finalement les connaissances qui ont été acquises ces 20 dernières années, ce changement de paradigme copernicien. On parle beaucoup de révolution en cancérologie, en recherche en cancérologie, c'est un peu la révolution permanente. Mais là, clairement, depuis 20 ans, on a fait des compréhensions, on a une compréhension absolument majeure de l'oncogénèse, et ceci va avoir un impact majeur sur la prise en charge des patients pour la suite. Alors, en quelques mots, je vais essayer de vous donner quelques éléments sur cette révolution copernicienne, qui concerne la cancérologie, mais finalement qui concerne beaucoup d'autres domaines de la santé. En fait, on met des frontières dans les disciplines là où la nature n'en a pas mis. Et ce qui a émergé grâce notamment aux nouvelles technologies de séquençage qui sont apparues vers la fin des années 2000, en fait, le séquençage à haut débit notamment, eh bien, c'est la possibilité de détecter les mutations dans tous les tissus. Et on a compris que notre organisme est finalement devenu une mosaïque. Vous, moi, dans cette salle, nous sommes tous porteurs de mutations, dont certaines sont très agressives, peuvent être rencontrées dans certains cancers, et pourtant restent quiescentes pendant très longtemps. Nous sommes des mosaïques, nous accumulons des clones qui apparaissent dès la conception, qui vont s'accumuler avec le temps de façon très variable, dans les différents organes, avec le temps, jusqu'à notre mort, en fait. Un clone, c'est déjà un cancer? Non, justement, sinon nous serions tous porteurs de cancer dans cette salle, heureusement. Non, nous sommes porteurs de clones, de multiples clones, certains plus ou moins agressifs. Ces clones vont entrer en compétition. Certains clones bénins vont parfois éliminer des clones malins, on le sait aujourd'hui, et ces clones vont évoluer dans un environnement interne, par exemple l'inflammation, par exemple le vieillissement lui-même va être un facteur majeur d'évolution de ces clones, et puis des facteurs extérieurs, tous les composés, on a parlé de prévention tout à l'heure, tous les facteurs d'exposition eh bien, vont modifier, vont fausser finalement cette compétition entre les clones, et puis pour aboutir éventuellement à des affections néoplasiques. Donc, c'est un changement de paradigme complet, puisque quand on considère l'oncogénèse et les mesures de prévention, les mesures de dépistage, il faut considérer l'ensemble de la vie d'un individu aujourd'hui, et non plus les quelques années qui précèdent la survenue de l'affection néoplasique. Alors, cette accumulation de mutations se fait naturellement. Notre génome se divise, toutes nos cellules, à partir de notre conception, se divisent et accumulent des mutations à des niveaux divers, mais vont s'accumuler, et ceci explique l'augmentation d'incidence des cancers avec l'âge. On retrouve ça dans toutes les espèces animales, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle l'oncologie comparée,
et qui montre qu'en fonction de l'incidence des cancers dans les différentes espèces animales, eh bien, on va avoir une incidence de cancer plus ou moins importante avec l'âge. Par exemple, les carnivores vont faire beaucoup de cancers, ça n'a rien à voir avec l'incitation à un régime végan, et puis on va avoir d'autres espèces qui vont faire beaucoup moins. Vous connaissez tous l'exemple du rat taupe, par exemple. Tous je ne sais pas, mais un certain nombre, oui. Alors, rappelez-nous le rat taupe, qu'est-ce qui lui arrive au rat taupe? Il fait très peu de cancer, il fait extrêmement peu de cancer. Voilà, c'est un modèle qui est très utilisé pour ça. Alors, un rat taupe qui a une vision. Ces mutations, eh bien, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle des signatures mutationnelles. On va identifier l'origine de ces mutations. Alors, certaines sont spontanées, simplement parce que les cellules se divisent. Et puis d'autres sont liées à des facteurs d'exposition, et vous allez pouvoir faire justement de l'épidémiologie génétique qui va vous permettre d'identifier la cause. La difficulté de l'épidémiologie des facteurs d'exposition, on parlait d'environnement tout à l'heure, eh bien, c'est de déterminer un lien de cause à effet. Quand vous faites des analyses de corrélation, en fait, entre une exposition à un polluant, par exemple, et puis l'incidence des cancers, vous n'êtes que corrélatif. Par contre, si vous arrivez à déterminer par exemple une signature de mutation qui est liée à cette exposition, par exemple le tabac, par exemple l'alcool, par exemple un autre composé, eh bien à ce moment-là, vous pouvez avoir, au lieu d'une corrélation, un mécanisme en fait identifié qui est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions de santé publique. Donc, la détermination de ces signatures mutationnelles vous permet, dans l'évolution de ces clones, eh bien, de comprendre finalement et de faire des relations de cause à effet. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et de nouveau. Alors, il faut savoir finalement que la partie clinique, finalement, les symptômes, le traitement d'un cancer dans la vie d'un individu ne représente qu'une partie, une toute petite partie de sa vie. L'histoire d'un cancer va être la résultante de l'évolution de toute cette évolution clonale depuis la conception jusqu'à la survenue du cancer. Et on va parler ensuite, quand on met le patient en rémission, eh bien, il peut avoir des rechutes précoces, tardives, à partir de cellules cancéreuses qui vont persister. Donc l'histoire d'un cancer est quelque chose de beaucoup plus long et sur laquelle on a peut-être des moyens d'agir beaucoup plus précocement et dans l'après-cancer qui dépasse largement la période de survenue de l'épisode clinique, en fait. Alors, comment on pourrait agir avant? Eh bien, on l'a mentionné ce matin, par exemple, faire des stratégies d'interception. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut intercepter qu'une partie des cancers avec des facteurs connus. Et donc, il faut comprendre et identifier des mécanismes d'oncogénèse qui nous permettraient d'intercepter notamment des cancers de mauvais pronostic. Aujourd'hui, on ne sait pas intercepter un cancer du pancréas, par exemple. Donc, des cancers qui sont difficilement curables. Et puis, on pourrait aborder le problème d'une autre façon, c'est de comprendre, une fois qu'on a identifié des individus avec un risque très élevé, eh bien, comprendre pourquoi ces patients à risque élevé ne développent pas de cancer. Donc, un raisonnement inverse de ce qu'on fait habituellement, effectivement, qui nous permettrait d'identifier des mécanismes protecteurs qu'on pourrait favoriser. Alors, dans la feuille de route de la stratégie décennale, nous avons défini un certain nombre d'objectifs de recherche, justement, pour intégrer ces nouvelles connaissances sur l'évolution clonale. D'abord, comprendre cette évolution des clones somatiques, ces lésions néoplasiques au cours de la vie. Donc, d'une part, par l'épidémiologie, l'exposomique, les signatures mutationnelles qui doivent absolument être couplées. Ça ne sert à rien de faire de l'épidémiologie purement descriptive aujourd'hui. Il faut faire des études mécanistiques et puis identifier les causes et origines, les liens de cause à effet finalement entre les facteurs d'exposition et les évolutions. Et puis, d'autre part, implémenter les technologies, parce que tout ça ne se fera pas sans nouvelles technologies, ce qu'on appelle les technologies en cellules uniques, les cellules multi-omiques qui vont nous permettre de comprendre finalement l'architecture de l'évolution de ces clones chez les patients, et bien entendu, tout cela nécessitera un apport d'intelligence artificielle. Il y a un enjeu de compétences en intelligence artificielle dans ce pays pour pouvoir implémenter ces techniques. Par ailleurs, si on veut transformer ça en quelque chose d'utile pour la prévention et le dépistage, eh bien, il faut des nouveaux outils qui vont nous permettre de détecter ces clones, non pas détecter des affections néoplasiques, mais des lésions prénéoplasiques, des clones qui vont précéder les affections prénéoplasiques,
pour en tirer des biomarqueurs prédictifs qui nous permettent d'individualiser, d'identifier les populations à risque qui, peut-être 10, 20, 30, 40 ans après, développeront les affections néoplasiques. Je vous ai dit qu'on est dans la frontière de la connaissance, mais c'est l'enjeu probablement de la prochaine décennie d'arriver à prévenir les cancers, à rendre finalement les cancers inévitables évitables. Et puis enfin, pour les patients pour lesquels on aura une évolution de ces clones sématiques, comment les intercepter? Et pour ça, il faut identifier ce qu'on appelle des vulnérabilités, ces cellules qui sont en apparence normales mais qui portent des mutations, comment les cibler, comment les détruire sans avoir de toxicité, puisqu'il s'agit encore une fois de traiter, vous, moi, des populations saines. Et on retrouve là l'enjeu, le même enjeu qu'on a sur les maladies infectieuses, donc des stratégies de vaccination. En fait, il faut des outils thérapeutiques avec un rapport bénéfice-risque très élevé qui vont nous permettre effectivement d'agir sans induire de toxicité. Alors, je prends l'exemple des vaccins sur le plan des maladies infectieuses. Il y a déjà des projets qui envisagent de faire justement des stratégies de vaccins vis-à-vis d'épitopes d'antigènes tumoraux qui seraient présents sur ces clones et qui permettraient d'avoir justement ce rapport bénéfice-risque élevé. Alors, on a parlé de l'avant-cancer, ces prémices, mais il y a l'après-cancer. Aujourd'hui, on traite, on contrôle de plus en plus la maladie en première ligne, au diagnostic. L'exemple du cancer du poumon, par exemple, est tout à fait emblématique, un cancer qui était de très mauvais pronostic, pour lequel aujourd'hui il y a beaucoup plus d'outils. L'immunothérapie, par exemple, permet d'obtenir des plateaux de survie relativement longs sur une petite minorité de patients, malheureusement, mais qui est tout à fait significative et très différente. Donc on augmente la proportion de patients qui entrent en rémission complète. Ces patients sont-ils guéris? Malheureusement, une partie d'entre eux non. Vous refutez, parfois précocement, parfois très tardivement. Et donc tout l'enjeu de convertir ces rémissions en guérison, effectivement, c'est d'arriver à avoir un contrôle de ce qu'on appelle la maladie résiduelle, les cellules persistantes. Il faut savoir que c'est un enjeu majeur en cancérologie. 75% des décès liés au cancer le sont par progression métastatique. Il y a beaucoup de cancers pour lesquels l'enjeu de la progression métastatique se fait plus de 5 ans après le diagnostic. Et on peut avoir des exemples heureusement rares, mais tout à fait possibles, de récidives survenant des dizaines d'années après l'épisode initial. Donc comment on définit une guérison en cancérologie aujourd'hui? Si on est cynique, on pourrait dire que cette guérison, on peut la conclure, l'affirmer si le patient décède d'une autre affection, ce qui est le cas sur des gens âgés. On n'a pas de définition claire finalement d'une guérison. Alors est-ce qu'on a des outils finalement pour convertir ces rémissions en guérison? Eh bien, malheureusement, on dispose actuellement peu de thérapeutiques de maintenance, de traitements qu'on va pouvoir appliquer. Il en existe, mais il en existe relativement peu, qui vont permettre de contrôler la maladie résiduelle, les cellules tumorales dormantes pendant des périodes prolongées et empêcher ces rechutes. Donc ça va être un enjeu tout à fait considérable des prochaines années. Un exemple tout à fait caricatural, c'est celui du cancer du sein, dont on a beaucoup parlé ce matin. Le cancer du sein hormonodépendant, son risque de rechute est constant avec le temps. Même 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Un traitement de maintenance existe, l'hormonothérapie. Cette hormonothérapie réduit le risque d'incidence et le risque de récidive augmente lors de l'arrêt de l'hormonothérapie et va rester constant. Le cancer du sein est le prototype de maladie disséminée avec des cellules tumorales dormantes et des récidives tardives, mais il y en a beaucoup d'autres. Les cancers les plus fréquents comportent effectivement ce risque d'évolution précoce ou tardive métastatique. Alors, en quelques mots, comment on peut l'expliquer? C'est important pour voir les enjeux et les actions que l'INCa doit avoir dans une stratégie nationale de recherche. L'histoire de la maladie néoplasique, son histoire naturelle, elle a beaucoup changé. L'image que l'on avait autrefois, c'était quelque chose de très linéaire. Une première lésion, une évolution vers la bénignité, et puis une masse tumorale qui grossit, qui franchit des barrières, et puis qui diffuse. En fait, dans beaucoup d'affections néoplasiques, la diffusion métastatique se fait extrêmement précocement, et probablement avant le diagnostic initial, probablement même des années avant le diagnostic initial. Ces cellules vont migrer dans différents tissus de façon précoce. La plupart vont être éliminées. Certaines vont persister, le foie, le cerveau, tous les sites de métastase qu'on peut connaître, et vont rester dormantes pendant une période indéfinie.
Et c'est le réveil de dormance de ces cellules qui va faire un jour ou pas la progression métastatique. Et donc des patients peuvent être considérés comme guéris d'infection métastatique parce que ces métastases disséminées ne sont jamais sorties de dormance. Et donc si on veut aboutir à une augmentation du nombre de guérisons fonctionnelles, eh bien, il faut absolument arriver à contrôler ces populations qui diffusent très précocement. Alors, quand vous traitez une infection néoplasique, quelle que soit chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, peu importe. Néoplasique, rappelez-nous ce que c'est-à-dire néoplasique. Cancer. 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 Voilà. Si vous traitez un cancer, eh bien, vous allez détruire une grande masse de cellules tumorales. Il va vous rester une petite quantité, ce qu'on appelle la maladie résiduelle, qui peut être détectable, mais qui souvent va devenir indétectable avec le temps. En fait. Eh bien, ces cellules résiduelles, est-ce qu'elles disparaissent complètement? Probablement dans certains cancers, par exemple certains cancers pédiatriques, certains cancers comme le lymphome de Burkitt, où finalement il y a peu de rechute tardive en fait. Donc probablement que ces patients sont réellement guéris et éliminés. Mais dans les cancers fréquents, eh bien probablement qu'on garde une population résiduelle pendant des périodes prolongées. Et puis un jour, soit les patients vont rechuter, soit on va garder cette population sous contrôle. Alors, c'est un sujet, ce sujet de la récidive et la dormance tumorale, qui a stagné pendant très longtemps, parce que les modèles expérimentaux sont très difficiles. Il faut travailler dans la durée, ce qui, même en science, est un enjeu. En fait, quand vous travaillez sur des modèles expérimentaux, vous attendez 2 ans pour avoir vos résultats de laboratoire, eh bien, pour avoir des équipes motivées sur le sujet, c'est difficile. Mais grâce aux outils, et puis notamment avec l'enjeu, eh bien, commencent à arriver des résultats d'équipes dans le monde entier sur justement les facteurs qui vont induire finalement cette persistance des cellules tumorales pendant longtemps, et puis surtout les facteurs qui vont la réveiller. Pourquoi est-ce qu'on rechute d'une infection néoplasique? Vous voyez cet exemple, effectivement, cet éditorial dans la revue Nature tout récemment, qui montre bien l'enjeu finalement de la rechute des cancers. L'enjeu est essentiel. Nous dépensons beaucoup d'argent, nous faisons subir aux patients beaucoup de thérapies extrêmement pénibles, éventuellement mutilantes et génératrices de séquelles. L'enjeu, bien entendu, c'est que le prix à payer pour les patients résulte en un résultat durable, en fait. Donc c'est un enjeu absolument essentiel. Quelques pistes commencent à arriver sur l'origine des rechutes. J'ai pris cet exemple, par exemple, d'infection virale. L'inflammation des poumons semble être capable de réveiller des cellules tumorales dormantes. Et on aurait, par exemple, peut-être intérêt, effectivement, à inciter à des vaccinations anti-infectieuses pour contrôler ou réduire l'incidence des rechutes. C'est juste un exemple, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont à explorer. Mais on peut être à la croisée d'actions de santé publique qui pourraient à la fois être bénéfiques pour les maladies infectieuses et puis aussi pour la cancérologie. Et puis commencent à apparaître des essais cliniques ciblant spécifiquement les cellules cancéreuses résiduelles, puisque aujourd'hui, je vous ai dit, on a peu de traitements de maintenance, on croise les doigts en espérant qu'on n'aura pas de rechute, eh bien, commencent à apparaître des essais basés sur l'éradication ou au moins le contrôle de cellules tumorales dormantes avec des résultats, semble-t-il, intéressants. Donc, quel va être notre effort pour les 5 prochaines années pour adresser cette question? Alors, d'une part, il faut comprendre, puisque, je vous ai dit, c'est quand même un domaine qui a émergé relativement récemment, notamment en développant une épidémiologie de la récidive. Il va falloir finalement comprendre et puis recenser finalement toutes ces rechutes, en fait, quand est-ce qu'elles surviennent, durée, conditions, etc. On manque de données de santé publique actuellement. On espère que la plateforme de données, le registre des cancers, va nous aider pour ça. Développer des modèles expérimentaux adaptés, qui vont nous permettre effectivement d'étudier cette question très très particulière dans la durée. Et puis par ailleurs, développer des outils de prédiction et de détection de ces cellules résiduelles, des biomarqueurs qui vont nous permettre notamment de cibler les patients à plus haut risque de rechute, qu'on pourrait éventuellement orienter vers des essais cliniques ciblant cette question. Et puis enfin, comment on va traiter ces patients? Aujourd'hui, je vous dis, peu de traitements de maintenance. Et donc là aussi, on va essayer d'identifier des vulnérabilités de ces cellules tumorales persistantes
avec là aussi une nécessité d'un rapport bénéfice-risque élevé, puisque vous avez des patients en rémission. Donc il ne s'agit pas de leur induire des toxicités majeures. Vous connaissez la question de l'hormonothérapie, de la durée de l'hormonothérapie dans le cancer du sein, il y a plein d'exemples. Comment effectivement appliquer un traitement chez des patients en rémission complète pendant plusieurs années sans dégrader la qualité de vie. Et puis enfin, est-ce que, et là rejoint finalement la prévention, les notions de prévention dans les prémices du cancer, et bien là c'est la même chose, une prévention de la récidive. Est-ce qu'on va pouvoir identifier des facteurs qui vont nous permettre de prévenir ces récidives? Peut-être des vaccinations anti-infectieuses, peut-être l'activité physique, pour laquelle il est déjà démontré qu'elle a un rôle bénéfique effectivement dans l'après-cancer, et peut-être que ça pourrait, on a des éléments pour dire que l'activité physique aujourd'hui pourrait avoir un rôle notamment sur la réponse immunitaire qui permettrait de contrôler ces cellules tumeurs dormantes. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Voilà, il y a tout un tas de champs que nous allons explorer, et effectivement pour convertir réellement ces rémissions en guérison. Voilà. Merci, professeur Quesnel. Donc, effectivement, c'est des perspectives fascinantes, la possibilité d'intercepter des cancers avant qu'ils se réveillent, si je puis dire, et puis la possibilité d'empêcher les récidives. Alors, on va continuer avec vous, professeur Jean-Hugues Dalle. Vous êtes chef du service d'hémato-immunologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré et cofondateur et vice-président du HTC Project, qui est un fonds de dotation dans le domaine de la greffe de la moelle osseuse. Avec vous, on va donc faire un focus sur les maladies pédiatriques, des maladies rares, 2500 cas, c'est ça C'est ça, c'est environ 2500 cas par an chez le 0-15 ans. Et puis, il y avait les cas des adolescents et jeunes adultes dont parlait Léa Moukanas tout à l'heure, donc environ 2300 entre 15 et 25 ans. Mais effectivement, comparé aux 400 000 cancers de l'adulte, enfin du plus de 18 ans, évidemment dans une population à la fois très particulière par sa vulnérabilité, particulière par sa résilience, parce que finalement... Attendez, on est vulnérable, mais on est résilient, expliquez-moi. Alors, on est vulnérable parce qu'on est un organisme en croissance, et que ces organismes en croissance risquent d'éprouver des séquelles au long cours plus sévères parce que la cible des traitements actuels, ou des traitements classiques, les chimiothérapies, ce sont essentiellement les cellules en division. Et que nos chimiothérapies sont un petit peu des armes de destruction massive. Donc quand on va s'adresser à des tumeurs à développement rapide, ce que sont la plupart des tumeurs pédiatriques, on va aussi malheureusement être extrêmement agressif pour l'ensemble de l'organisme. Et sur un organisme qui est en développement constant, un enfant, c'est une usine à cellules permanente, vous allez induire des toxicités aiguës. Et en ce sens, les enfants sont résilients parce qu'ils vont savoir mieux faire face à des toxicités aiguës, à des hautes doses de chimiothérapie pour finalement récupérer de cette toxicité aiguë. Physiquement, vous voulez dire? Ou psychologiquement? Alors, la résilience physique est plus facile à mesurer que la résilience psychologique. Je pense que c'est plus compliqué. Vous voulez dire surtout physiquement. Mais ils vont pouvoir faire face à des traitements plus agressifs. Et donc, nous allons, dans notre spécialité, avoir des meilleurs taux de guérison et probablement des guérisons plus définitives que ce que décrivait Bruno Quesnel à l'instant. Mais on va aussi probablement, ça c'est leur résilience, mais on va aussi avoir probablement des problématiques de séquelles au long cours différentes de celles auxquelles vont être confrontés les adultes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séquelles au long cours chez l'adulte. Mais c'est probablement des séquelles différentes et un impact sur la vie après cancer dont parlait Léa Moukanas tout à l'heure qui est sensiblement différent. Donc 2500 cas chaque année versus 400 000 pour le reste de la population. Peu de cas d'une certaine manière, comparativement, mais 60 histologies différentes. Et vous me disiez aussi que même un cancer qui touche un même organe que celui de l'adulte, c'est un cancer qui va se comporter différemment. Alors quand on dit 60, c'est probablement sous-estimé, c'est probablement plus que ça, ce qui fait qu'effectivement, on est dans tous ces cancers de l'enfant sont des maladies rares, et c'était dit en creux par Bruno. Tous les cancers de l'enfant sont d'une certaine manière des maladies rares. Alors, je crois me souvenir que dans la définition du ministère de la Santé sur la maladie rare, c'est moins d'un patient sur 500. D'accord. Et de toute manière, le cancer touche
environ un enfant de moins de 15 ans sur 450. Donc l'ensemble des cancers pédiatriques sont une maladie rare, et comme effectivement c'est une multitude de cancers différents, chacun de ces cancers est une maladie rare, ce qui rend particulièrement singulier et difficile de mener des recherches sur ces cancers. Voilà, c'est le mot recherche est prononcé là, donc ça rend la recherche extrêmement difficile. Avant de venir aux moyens dont on pourrait faire en sorte, par lesquels on pourrait faire en sorte justement de faire de la recherche efficace au plus grand bénéfice de ces jeunes patients, on peut peut-être s'arrêter sur ce double combat que vous pensez nécessaire de mener, guérir plus et guérir mieux. Guérir plus, alors on guérit déjà 80% des cancers. Ouais, probablement un peu plus, plutôt probablement 85% à l'heure actuelle. Donc guérir plus, ça veut dire que si on en guérit 85, ça veut dire qu'on n'en guérit pas 15%. Donc pour reprendre l'analogie de tout à l'heure de l'Airbus et de la rame de TER sur le cancer du poumon, alors évidemment on n'est pas du tout dans la même dimension, mais globalement on peut retenir qu'un enfant par jour en France décède de son cancer. Ce qui, là aussi, et je crois, illustre assez bien les choses. Donc il faut absolument qu'on aille chercher comment guérir cet enfant-là qui continue à mourir tous les jours en France du cancer. Donc ça, c'est guérir plus. Développer des nouvelles connaissances qui vont permettre d'arriver à des nouveaux traitements, probablement mieux coopérer au niveau des recherches fondamentales, parce que finalement, un certain nombre de mécanismes décrits par Bruno Quesnel tout à l'heure s'appliquent aussi, au moins en partie, à la cancérogénèse de l'enfant. Donc nous avons un socle commun que cette cellule tumorale, alors qu'après ça va s'exprimer différemment, mais on a un socle commun de recherche fondamentale à mener. Donc il faut aller chercher des nouveaux traitements pour ces enfants-là que pour le moment nous n'arrivons pas à guérir. Puis guérir mieux, c'est les 85% qui sont guéris avec ces doutes exprimés par Bruno tout à l'heure sur est-ce qu'on ne peut jamais dire qu'ils sont guéris. Alors maintenant on a quand même du recul sur certains des cancers les plus fréquents chez l'enfant, en particulier les leucémies aiguës lymphoblastiques, dont on a la perception qu'effectivement ces enfants sont guéris, ou alors en rémission très long cours. Mais Bruno parlait, et d'autres orateurs dans la journée ont parlé d'exposomes, les toxiques, alors évidemment tabac, alcool, bien sûr, mais chimiothérapie. Ces enfants, on va les avoir exposés à de la chimiothérapie, souvent à haute dose durant l'enfance. Qu'est-ce que ces chimiothérapies, qui sont des mutagènes, de quelle façon vont-elles participer à un éventuel second cancer, parfois beaucoup plus tard dans la vie? Comment est-ce qu'on démontre que ce second cancer, il est lié au traitement du premier? De quelle façon ce second cancer survient dans un organisme qu'on a déjà développé un très tôt dans la vie? Est-ce que finalement ça s'est connecté? Est-ce qu'il y a une prédisposition sous-jacente qui fait que cet organisme-là, avec ce que vient de nous expliquer Bruno, était entre guillemets prédestiné à faire plusieurs cancers dans sa vie? Est-ce qu'on peut, après avoir guéri le premier cancer, intercepter la cellule dormante du second en préparation? Donc, et ça fait vraiment partie du guérir plus, du guérir mieux, excusez-moi. Et puis il y a toutes les séquelles non oncologiques, les séquelles cardiaques, les séquelles respiratoires, les séquelles sur la croissance, les séquelles sur la fertilité dont on a parlé tout à l'heure, qui sont autant de marqueurs d'un parcours de vie qui vont parfois avoir des conséquences au long cours et au très long cours sur la vie de l'individu lui-même, et puis qui ont des conséquences en termes très concrètes de santé publique. Ou plus on arrivera à faire de prévention secondaire ou tertiaire chez ces patients-là, ce sera autant de gains pour nos sociétés. Donc, besoin de recherche, besoin d'agir dans ces domaines-là, guérir plus, guérir mieux. Et là, évidemment, on se tourne vers les industriels de la pharmacie. Mais là, c'est compliqué. Si on se met à leur place, c'est compliqué d'engager des recherches, des essais thérapeutiques vis-à-vis de ce jeune public. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de représentants de l'industrie dans la salle. Les recherches, elles sont quand même avant tout académiques. Sur cette population extrêmement rare, la recherche, elle est académique. Encore faut-il effectivement que cette recherche, elle ait les moyens d'être menée. Et heureusement, nous sommes accompagnés par les pouvoirs publics pour développer cette recherche très particulière. C'est finalement le translationnel et l'arrivée jusqu'à l'essai thérapeutique qui est extrêmement difficile parce qu'effectivement, mener
un essai thérapeutique, mais c'est vrai aussi au niveau académique. Hein. Si vous voulez demain ouvrir un essai académique, y compris dans le cancer le plus fréquent de l'enfant, la leucémie aiguë lymphoblastique, vous allez devoir mobiliser des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. C'est quoi la différence entre un essai académique et un essai thérapeutique? Non, alors un essai thérapeutique, c'est un essai chez le patient qui est malade. Oui. Cet essai peut être académique, donc mené finalement uniquement par la puissance publique, le secteur de la santé publique, ses soignants et les acteurs de la santé publique de façon générale, ou ce peut être un essai industriel qui, lui, va être financé par l'industrie. Puis parfois, les deux vont confluer et les deux forces vont s'associer. Mais donc un essai chez le patient, ça coûte toujours très cher, pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes d'enregistrement de toutes les datas, pour la puissance d'exploitation des données recueillies. Encore faut-il être certain que les données recueillies sont les bonnes et sont de qualité. Donc tout ça demande une coordination et demande énormément de ressources humaines. Et les ressources humaines, c'est cher, et des ressources humaines compétentes. Et donc, quand il s'agit de développer une molécule dans une population de 70 enfants avec un neuroblastome métastatique par an en France, eh bien, vu du côté de l'industriel, le rapport sur investissement ne tombe pas sous le sens. C'est effectivement un problème. En parlant, vous m'avez dit, pour eux, c'est un marché de niche. C'est un marché de niche, c'est de la maladie rare. Mais le statut de médicament orphelin, ça existe. C'est une population vulnérable, donc moi, industriel, je prends des risques, y compris d'image, s'il y a des problèmes qui se déclarent. Les réseaux sociaux, la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle font que, la mort d'un enfant dans un essai clinique porté par un académique, mais plus encore par un industriel, en raison d'une toxicité inattendue ou attendue, va faire les gros titres des journaux demain. Et va alimenter un certain nombre de mouvements qui alimentent des fake news, qui vont s'engouffrer dans ce genre de choses. Et alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est un état de fait. Et il faut qu'on compose, nous, chercheurs, que nous fassions de la recherche translationnelle ou de la recherche clinique, on doit composer avec ça et avec la puissance publique, imaginer comment nous associer aux industriels et aux financiers qu'il y a derrière. Le problème, il n'est finalement pas à l'industrie. Enfin, le problème, il n'est pas chez nos collègues qui développent le médicament dans le laboratoire Tartampion. Ces gens-là, ils ont autant envie que nous que leurs médicaments prouvent leur efficacité et rendent service aux patients. Le problème, c'est le financeur qu'il y a derrière, c'est les marchés. Le financeur et celui qui porte l'essai, qui emporte la responsabilité, y compris morale, entre guillemets, peut-être. Alors, attendez, du coup, la réponse, elle ne peut être que internationale. De toute façon, j'ai très peu de patients, 2500 patients par an. Donc, de toute façon, il faut que je fasse des cohortes internationales, probablement. Il y a, l'idée de monter des essais académiques internationaux. Vous me disiez que quand même le nombre d'essais en Europe, ou peut-être dans le monde d'ailleurs, chez ces jeunes patients, diminue d'année en année. Hein. Les essais industriels diminuent, ça c'est tout à fait certain. Les essais académiques sont de plus en plus difficiles à monter et à soutenir. À monter parce que la réglementation s'est complexifiée. Alors il y a des efforts de simplification, mais finalement, par exemple, quand on regarde la plateforme CITES, qui est une structure européenne à l'heure actuelle, c'est quand même pas d'une simplicité à toute épreuve. Ça demandait énormément de souffle. Et donc c'est d'une très grande complexité, mais il est évident que dans le secteur du cancer de l'enfant, on ne peut fonctionner qu'à l'échelle internationale si on veut avancer. Alors, il y a une initiative dont il faut parler, c'est l'initiative de l'ITCC, le Innovative Therapies for Children and Adolescents with Cancer. Et l'idée, c'est quoi avec l'ITCC? C'est que d'abord, c'est l'ITCC lui-même qui va être promoteur de l'essai, qui va le financer, qui va prendre les assurances, qui va piloter l'essai, même s'il y a un industriel qui est présent dans la boucle. L'idée, c'est de proposer effectivement aux industriels une espèce de déport, en partie à la fois de leur responsabilité, mais aussi peut-être de leur offrir la puissance imaginative du milieu académique. Encore une fois, qu'un industriel et les chercheurs qui travaillent pour lui ne soient pas informés
de tels cancers rares de l'enfant, c'est d'évidence, c'est plus facile, entre guillemets, et je prie mes collègues de bien vouloir m'excuser, mais c'est plus facile de travailler sur 50 000 cancers du sein, même si au sein de ces 50 000 cancers du sein, il y a une variété de maladies qui est quand même extrêmement importante, que de travailler sur 20 leucémies ici, 18 dans l'autre pays et 14 dans le pays d'à côté. Donc l'ITCC est là pour mettre en relation des industriels qui ont éventuellement une molécule intéressante, mais qui ne veulent ni ne peuvent s'engager dans un essai totalement promu par eux-mêmes, qui ont besoin d'avoir un réseau d'excellence, de centres cliniques et une plateforme structurée permettant de dire on va collecter les échantillons, on va collecter les datas de façon tout à fait vérifiée et vérifiable. On a un niveau de qualité, on a un terrain d'exercice de la recherche qui est structuré, qui est de qualité. Donc on vous offre cette connaissance-là, ce niveau de compétence-là pour limiter les risques et maximiser les succès. Et donc on voit qu'il y a de l'innovation là à l'œuvre, y compris du point de vue de l'organisation, de la responsabilisation. Qui va porter les essais? Comment est-ce qu'on les fait au niveau international? Comment est-ce qu'on intègre les industriels sans qu'ils se sentent des cibles, si je puis dire, d'éventuels influenceurs et fake news? On va continuer avec vous, professeur Valérie Hugot. Vous êtes professeur d'hématologie à l'Université d'Angers, vice-présidente recherche au CHU d'Angers et présidente du CNU Santé. Le CNU, c'est le Conseil national des universités, donc c'est une instance qui évalue et qui nomme les enseignants hospitalo-universitaires, et donc président du CNU Santé, et donc du CNU pour les disciplines de santé. Et quand je me suis tourné vers vous et que je vous ai dit, voilà, donc table ronde, recherche, etc., vous m'avez dit, moi, j'ai envie de parler d'ouverture. J'ai envie de parler d'ouverture aux patients et j'ai envie de parler d'ouverture à de nouvelles compétences. Alors, on peut peut-être commencer avec l'ouverture aux patients. Qu'est-ce qui fait que dans une table ronde recherche où on parle somatique, et thérapeutique, etc., oui, non, moi, je veux parler des patients et de la manière de les associer, finalement. Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord faire une phrase, c'est que je vais remercier en fait Norbert Ifra, avec qui j'ai un conflit d'intérêts complet, de m'avoir invité voilà, à cette table ronde, mais qui permet finalement de se poser quelques questions sur comment on répond ensuite à vos questions. Ouais, j'ai envie de parler des patients. En fait, j'ai envie de décliner l'humilité d'abord. On parle de recherche, je crois que toute la journée on a parlé d'humilité en fait, dans face au cancer. C'est la première fois qu'on utilise le mot. Non, mais on l'a tous dit. Enfin, le fait qu'on ne sait pas, le fait que voilà, quand on a discuté, vous m'avez dit, mais vous dites tout le temps je ne sais pas. Et moi, absolument. Plus ça va et plus je dis je ne sais pas. Donc, voilà. Donc moi je vais vous parler d'humilité et donc face aux patients, particulièrement d'humilité. Mais je parlerai aussi d'humilité à d'autres échelles. Donc oui, face aux patients, parce que, mais en fait, Jean-Luc vient de le dire, et j'avais prévu aussi de parler du moment dans lequel on vit, c'est-à-dire que le sociétal nous explose à la figure, au bon sens comme au mauvais, et le paternalisme, c'est fini. Alors, c'est fini depuis longtemps, hein, parce que je ne crois pas l'avoir vraiment vécu sur mes époques où je l'ai connu par les gens qui étaient beaucoup plus vieux quand j'étais moi-même jeune médecin. Donc, c'était quand même... Mais de plus en plus, il est vrai qu'on a à la fois une interaction extrêmement facilitée par les réseaux sociaux, par le monde dans lequel on vit, avec les patients, leurs organisations, enfin que ce soit à l'échelle individuelle, collective. Et puis quand je dis patients, je pense aux aidants, je pense aux familles, je pense aux enfants, je pense aux parents, je pense aux amis, je pense à la société dans son ensemble. Et puis à côté de ça, on a les réseaux sociaux qui font, comme on le sait tous, on ne va pas disserter là-dessus, mais tout, à la fois le meilleur et le pire. Et donc il y a des choses absolument formidables qu'on peut faire. Donc moi je pense que face à ça, ça rebondit exactement sur ce que disait Jean-Hugues, il faut que nous, côté recherche, on s'adapte à ça et qu'on est en devoir de faire un retour aux patients et de faire comprendre ce qu'on veut faire, pourquoi on se pose ces questions-là, comment on veut le faire, pourquoi il faut dire oui pour être dans une base de données numérique où il y aura toutes vos données, ne serait-ce que ça, c'est pas si naturel à l'échelle individuelle, dans un monde où tous les jours il y a des fuites de données, enfin il y a plein de choses à expliquer, donc pourquoi on en a besoin. Et puis à l'inverse, l'humilité face aux patients, parce qu'il faut les écouter.
C'est-à-dire qu'ils nous apprennent quelque chose. Et moi, quand j'ai commencé la recherche, on était au début de ce mot qu'on a inventé, je ne sais plus comment, de recherche translationnelle. Alors, on faisait la recherche de la paillasse ou du laboratoire vers le lit du malade vers le laboratoire. Ça, c'est la recherche translationnelle. On l'emploie tous, on en fait tous. Moi, j'en fais beaucoup, etc. Et je pense qu'on peut faire du translationnel avec le patient, c'est-à-dire en termes plus soit de sciences humaines, si on veut utiliser ce terme, mais par rapport aux effets secondaires, par rapport à plein de choses, on peut faire un translationnel. Vous voyez, le patient dit « Ok, moi j'ai besoin de comprendre pourquoi vous le faites, vous m'expliquez ». Puis nous, on a besoin d'entendre le patient qui nous dit « Oui, c'est bien votre sujet de recherche là, mais si vous ne vous occupez pas de tel effet secondaire, ah oui, ou de comprendre pourquoi je rechute ou pourquoi j'ai tel... » Vous voyez quel souci par rapport à comment je comprends ma prise de sang, comment je comprends ma biologie compliquée, comment je comprends la génétique. Il faut aussi qu'on les écoute. Et les généticiens, d'ailleurs, sont assez bons là-dedans. Ils font beaucoup de choses comme ça maintenant. Où, dans les études, dans les cohortes, ils intègrent vraiment la demande. À chaque fois, je dis patient, mais je devrais dire de la société, en fait. Parce qu'on soit malade avant, après, à côté. Et pour moi, c'est pareil. Donc c'était ça dont je voulais dire un mot. Absolument. Absolument. Et donc, se donner la possibilité de qu'il y ait davantage de dialogue avec ces patients, davantage les associer. Alors, vous m'avez parlé de construction d'essais thérapeutiques. À chaque fois qu'on veut créer une base de données, les associer, savoir jusqu'à quel point ils y sont prêts. Enfin, c'est ce dialogue qui vous... Et c'est exactement ça. Ouais. Alors, je crois qu'on le fait dans pratiquement tous aujourd'hui, dans la recherche. Nous avons dans tous les domaines du cancer, que ce soit de façon transversale par tranche d'âge ou par spécialité ou par type de tumeur. Nous avons des associations de patients, des associations d'aidants. Nous avons évidemment les grandes associations de lutte contre le cancer. Enfin, nous avons tous, d'ailleurs on a parmi eux des financeurs. Enfin, donc c'est assez normal. Enfin, mais je vois ça comme un devoir. Je veux dire par là que... Et puis, encore une fois, si on veut arrêter, enfin non, pas arrêter, si on veut faire avec le fait que sur les réseaux sociaux, vous allez trouver que la parole de n'importe qui, moi je dis le premier imbécile venu, va vous expliquer qu'on peut éviter le cancer, le guérir. Il faut aller parler sur ces réseaux. Et alors, tout le monde ne sait pas le faire. Hein. Moi, je ne suis pas sûr de savoir le faire, mais il y a des gens qui savent le faire. Donc, il faut qu'on le valorise, il faut qu'on essaye d'y aller, il faut apprendre à vulgariser. Vous voyez, ce que j'appelais ce paternalisme, ce n'était pas forcément négatif au sens, c'était comme ça. Mais il faut qu'on aille expliquer ce qu'on fait. Enfin, c'est compliqué, ne serait-ce qu'entre nos spécialités, on a parfois du mal. Donc il faut arriver à vulgariser, il faut trouver des vulgarisateurs, et encore une fois, il faut s'écouter. Parce que comme ça, les gens nous disent « mais j'ai rien compris, il faut me réexpliquer ». Qu'est-ce qui fait quand même que vous avez eu envie de porter l'accent là-dessus, plutôt que sur plein d'autres choses ? Sur plein d'autres choses, parce que Bruno a déjà raconté des choses complètement passionnantes sur les cellules et qu'on n'allait pas vous parler que de ça, même si moi ça me passionne absolument, parce que je trouvais que c'était un angle d'attaque qui m'intéressait, mais même pour revenir à l'histoire des cellules qui peuvent exister, enfin il a été démontré que certaines cellules, certains clones, avec des mutations existent depuis la vie prénatale, enfin dans la vie embryonnaire, y compris pour des leucémies que je connais bien, qui vont se révéler à 70 ans. Alors on en fait quoi ? On ne sait pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un dépistage et alors on fait quoi ? Est-ce que tout le monde a envie de vivre en sachant qu'il a un clone muté qui se promène ? Moi, non. Non, mais c'est pire que ça. L'enfant dans le ventre de sa mère. Mais c'est ça. Donc, ensuite, si on décide qu'on veut en faire quelque chose, dans quel cas ? Donc là, on va rejoindre l'humilité et donc je vais redécliner l'humilité face à la masse de données que nous générons. Aujourd'hui, on va générer de la donnée biologique. C'est plus la biologie d'il y a 10 ans. La biologie aujourd'hui, on n'en a pas encore énormément parlé, même si c'était dans les fils conducteurs, mais ces fameux multi-omiques, Alors là, vous basculez dans la deuxième ouverture. Oui, on a parlé d'ouverture aux patients, et il y a cette ouverture aux nouvelles compétences. Et même vous m'avez dit, la biologie, ce n'est plus de la biologie. La biologie, c'est plus Je de la continue. biologie. La biologie, ce n'est plus la biologie, virgule, ce sont des maths de très haut niveau. C'est ça. Donc moi, je n'y comprends plus rien. Et donc, nous gérons, en fait, les laboratoires de biologie font aujourd'hui des mathématiques. En fait, la partie biologique de l'expérimentation aujourd'hui, Bruno sera d'accord, est devenue il y en a encore, hein, mais c'est un tout petit bout de l'expérimentation. C'est un tout petit bout de la manip. Et puis je vais... Il suffit de regarder la surface des laboratoires pour regarder si vous étiez un laboratoire de recherche, en fait, eh bien, ce qu'on appelle les paillasses humides, les wet-labs, effectivement, se rétrécissent de plus en plus, et les bureaux, les serveurs prennent une place de plus en plus importante, en fait.
Donc c'est tout à fait visible et ça pose un enjeu de compétences. C'est ça. De compétences. Les compétences ne sont plus les mêmes. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, effectivement, vous pouviez faire des découvertes. Un étudiant, ce qu'on appelait le DEA à l'époque, pouvait faire des découvertes significatives en travaillant à la paillasse, effectivement, en faisant des expérimentations. Aujourd'hui, c'est une chaîne de compétences qui est nécessaire et des compétences très pointues qui ne sont pas forcément présentes localement, ni nationalement, et parfois uniquement internationalement, en fait. Et donc, il y a un enjeu pour tous les concepts qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, de projets, de collaboration internationale. Vous n'aurez pas, dans un seul pays ou dans un seul continent, les compétences pointues nécessaires pour adresser certains sujets. Alors justement, on va voir ça avec le professeur Hugo. Vous m'avez dit, dans mon équipe, on a 3 mathématiciens qui viennent de grandes écoles, et ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'est une cellule. Mais exactement. Et d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Et ce n'est pas grave. Non. Donc par contre, la difficulté, elle Chacun est sur... son métier. Alors oui, la difficulté, c'est la traduction. D'accord, quand même. C'est d'arriver à se parler. C'est-à-dire que certains, voilà, on parle français, ils parlent serbo-croate ou l'inverse, comme vous voulez, donc on apprend à se parler. Alors il y a des compétences qui se développent avec des formations qui se multiplient, avec des formations d'interface, évidemment. Mais oui, ce ne sont pas les mêmes métiers. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Donc, il y a cet enjeu dont parlait à l'instant même le professeur Canel, de récupérer ces compétences, de les amener dans le domaine de la santé et puis d'organiser les choses à l'échelle internationale. Oui, complètement. Donc là, il y a évidemment un enjeu d'attractivité à tous les sens du terme. Hein, c'est le mot qu'on n'a pas encore prononcé. Donc c'est compliqué. C'est un enjeu qui est partagé. Hein, tout le monde est d'accord sur l'enjeu. Donc après, aujourd'hui, c'est pas toujours simple compte tenu des conditions financières, mais pas que, des conditions quelquefois matérielles. Bruno disait, les laboratoires se transforment. C'est pas toujours simple d'avoir les serveurs, les outils, la technologie qui va bien et qui est demandée, hein, pour être très clair. Si vous devez être en concurrence avec, et je pense que dans les plus grands projets, les gens dont on peut avoir besoin du côté de la recherche en santé ou de la recherche sur le cancer, on est en concurrence avec des startups de niveau mondial. Bon, donc on ne prend pas que des gens qui pourraient travailler chez Google, mais quand même, voilà, on peut avoir au plus haut niveau ce genre de compétition. Donc l'enjeu, il est très important, il est très connu. Hein, dans mes missions du CNU, j'ai eu l'occasion de discuter il n'y a encore pas très longtemps sur les enjeux RH, hein, de ressources humaines sur la prospective de l'emploi scientifique, sont des enjeux qui sont parfaitement connus des ministères, des grands corps de l'État, etc. C'est pas pour ça qu'on a complètement les solutions, hein, mais c'est connu au moins. Alors, une ou deux petites questions du public. On me demande, par exemple, est-ce qu'il y a des retards de diagnostic chez l'enfant autant que chez l'adulte ? Non, globalement non. Ce sont les maladies qui se développent plus vite, c'est une population qui est plus réduite, c'est une population qui, je pense malgré tout, a globalement un meilleur accès aux médecins, quels qu'ils soient. Ça ne va pas être nécessairement un pédiatre. Non, les déserts en santé, ça existe aussi bien pour les enfants que pour les adultes ou les personnes âgées, mais malgré tout, il y a, je crois, une accessibilité à un premier médecin, une accessibilité... On parlait ce matin, la fibroscopie qui parfois va demander des semaines, voire des mois avant d'être programmée. On a la chance, dans le système de santé français, si un service, quel qu'il soit, d'un hôpital de proximité, d'un centre hospitalier général ou d'un CHU, demande un examen spécialisé, un scanner, un PET scan, une biopsie pour un enfant, ça ne va peut-être pas être fait dans les 3 jours, mais ça va être fait dans un temps extrêmement réduit. Je n'ai pas, moi, d'indicateur à vous donner, mais on n'a pas du tout la notion qu'il y ait du retard diagnostique dans le cancer de l'enfant, ne serait-ce que parce que ce sont des maladies qui se développent rapidement et qui parlent rapidement. Ah oui, qui parlent rapidement. Professeur Canel, on vous demande pourquoi le sujet de la dormance tumorale a-t-il progressé si lentement ? On se plaint. Alors, je l'ai abordé un peu tout à l'heure, justement par la nature même de la question posée, puisque vous investiguez des cellules qui sont par définition indétectables. Vous avez une maladie résiduelle, les patients sont en rémission, et donc il faut déjà identifier où sont ces cellules, qu'est-ce qu'elles sont. Donc pendant longtemps, on n'avait tout simplement pas la technologie en fait, pour aborder, y compris dans des modèles expérimentaux. Par ailleurs, les modèles expérimentaux sont très longs, et vous savez bien que les chercheurs, comme les
le monde, comme les industriels, Effectivement, il y a une compétition entre les sujets. Il y a des sujets qui sont plus attractifs que d'autres, parce qu'ils sont plus faciles que d'autres. Et si vous travaillez sur un facteur, par exemple, d'oncogénèse, un facteur thérapeutique que vous voulez explorer, pour laquelle vous allez avoir la réponse dans votre modèle expérimental en quelques semaines, eh bien, ça va être beaucoup plus porteur que si vous attendez pendant 2 ans les résultats. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Comme toujours, dans les carrières académiques, il faut construire effectivement, il faut produire des résultats, produire des résultats pour obtenir des financements. Et donc c'est là que la puissance publique a un rôle majeur en fait. C'est justement d'offrir des financements, inciter à s'engager sur des sujets difficiles, mais vous voyez, qui sont des enjeux de santé publique considérables. 75% de décès qui sont liés à des progressions métastatiques, eh bien, on ne peut pas négliger un tel sujet. Or, c'est relativement peu investigué parce que c'est difficile. Et donc, il faut inciter les gens à s'engager indépendamment. Ils produiront moins de publications, ils auront moins de réputation, ils auront moins de collaboration industrielle dans un premier temps. Et donc, là, la puissance publique doit jouer son rôle. Effectivement, c'est la même chose pour les prémices du cancer. Hein. Ce sont des sujets qui ont été extrêmement difficiles, qui sont aujourd'hui implémentés. Pour vous donner un petit exemple, si vous faites cette description de clone en fait dans les tissus sains, à votre avis, comment ça se fait? Comment on accède aux tissus? On fait ça sur des autopsies. Je sais qu'on a du séquençage. Oui, mais sur quoi? Ah oui. Sur quoi? Eh bien, il faut le faire sur des autopsies de corps chauds. Vous voyez, pour avoir des tissus conservés. Vous imaginez la difficulté méthodologique pour faire ça sur des personnes qui ne sont pas décédées de cancer. Donc, il y a des enjeux, il y a des questions absolument majeures en cancérologie qui sont adressées par une petite communauté de chercheurs. Alors, ça s'explore. Il y a un grand institut sur la dormance tumorale qui s'est construit à New York, par exemple, en fait, et dont le directeur est actuellement un membre de notre conseil scientifique à l'INCA, qui s'appelle Rolu Aguirre-Guizot, en fait, qui est vraiment le père de la dormance tumorale, effectivement, notamment dans le cancer du sein. Mais voilà, il faut inciter les gens, supporter ces recherches difficiles dans des domaines extrêmement significatifs en termes de santé publique, dans tous les domaines, je le répète encore une fois, prévention, thérapeutique, après-cancer. C'est vraiment en supportant les recherches dans ce domaine qu'on fera des avancées qui soient vraiment disruptives. Alors, on a vu que dans le domaine de la recherche, on peut avoir des avancées, des ambitions très fortes avec des moyens très biologiques, du séquençage 3D. On a vu que parfois la réponse, elle est plus organisationnelle, j'ai l'impression, en se disant on va monter des équipes au niveau international, on va s'organiser entre le privé, entre le public. On voit qu'avec vous, quand on vous parle de recherche, vous, l'avenir, vous le voyez vraiment vers l'ouverture, vers les patients, vers aussi de nouvelles compétences et aussi avec une qualité humaine que vous mettez en avant, qui est l'humilité. Donc voilà, plein de réponses différentes à ce sujet de la recherche. Merci infiniment, professeur Canel, professeur Hugo et professeur Dalle. Merci à vous.